En Europe, l'objectif est unanimement partagé. Il faut augmenter la part du plastique recyclé dans nos produits. La méthode, recyclage mécanique ou chimique, et surtout la traçabilité font encore débat. Le prochain dossier du magazine d'Actu Environnement en détaille les enjeux techniques et économiques. Et Philippe Collet vient nous en donner les clés. Les clés de l'environnement, le podcast d'Actu Environnement. Bonjour Philippe. Bonjour Félix. Alors aujourd'hui, on parle d'un dossier qui est assez dense, qui est très technique, très complexe. Il y a beaucoup de chiffres et on vous laisse aller sur actu-environnement.com pour lire les articles de Philippe et de son dossier pour vraiment comprendre le sujet. Mais là, on va essayer de synthétiser un peu tout ça et de voir pourquoi c'est important d'en parler aujourd'hui, maintenant. Alors, la Commission européenne doit prendre une décision d'exécution qu'on attend depuis la directive sur les plastiques à usage unique de 2019. Alors, cette décision, elle doit être mise en consultation ce mois-ci en juillet et pour être adoptée au plus tard en octobre avant le changement de commission. De l'avis de tous les acteurs interrogés, les jeux sont faits, la Commission européenne a tranché et ce texte est très important car il fixe les règles qui permettent de mesurer l'incorporation de plastique recyclé dans les produits finis. Donc ça, c'est important notamment pour le recyclage chimique. Et on sait qu'en 2030, il devient obligatoire d'incorporer notamment 30% de polyéthylène dans les bouteilles. Donc pour ces raisons-là, il faut se mettre vite en ordre de marche pour que les investissements puissent être lancés et qu'on soit au rendez-vous de 2030. En quoi ça conditionne le devenir notamment du recyclage chimique ? Parce qu'on parle de deux techniques différentes. Pourquoi pour le recyclage chimique, c'est indispensable ? La question, c'est de savoir comment on compte le contenu recyclé dans un produit. Il y a deux grandes façons de recycler le plastique. Il y a le premier qui est un recyclage mécanique. Et ça, c'est relativement simple parce qu'on peut suivre la matière depuis les déchets jusqu'au produit fini parce qu'elle n'est pas mélangée à d'autres matières. Elle ne subit pas de modification radicale. Elle change de forme, mais elle ne change pas fondamentalement. Donc, il suffit simplement de suivre le flux et à un instant T de dire voilà comment on compte les choses. Et c'est relativement simple. Et ça, ces règles, on les connaît déjà. En revanche, pour le recyclage du polyéthylène, du polystyrène et du polypropylène, là, on va mélanger les matières et elles vont changer de forme. Alors concrètement, on prend un mélange de polystyrène, de polypropylène et de polyéthylène et on les transforme en huile de pyrolyse. Donc déjà, ça change complètement de forme. Ensuite, cette huile, on la mélange à des hydrocarbures dans un vapocraquer et là, on obtient toute une série de produits parmi lesquels ceux qui permettent de faire de nouveau du plastique recyclé. Là aussi, cette matière recyclée, on va la mélanger à de la matière vierge, à d'autres monomères vierges, pour obtenir le plastique recyclé. Donc on voit qu'à chaque étape, la matière est transformée, mélangée, et donc on ne peut pas la suivre physiquement. Donc il faut instaurer des règles pour décompter à la fin du jeu quelle est la proportion de plastique recyclé qu'on obtient à partir d'une quantité de déchets donnée. Quelles sont les options sur la table pour décompter cette part recyclée dans le recyclage chimique et qui les soutient ? Il y a deux grandes options. Dans les grandes lignes, ce qui va se passer, c'est qu'on va mélanger, notamment au départ, avant qu'on ait des quantités importantes d'huile, on va mélanger de l'ordre de 2% d'huile de pyrolyse avec des hydrocarbures. Ça, c'est ce qu'on mélange dans le vapocraquer. En sortie, on obtient plusieurs coproduits. Alors, on a d'abord de l'éthylène et du propylène. C'est les deux matières qui permettent d'obtenir du plastique. On en obtient respectivement 27 et 16% en moyenne. Ensuite, on obtient des produits qui permettent de faire de la peinture, de la colle, etc. Ça, c'est à peu près un tiers de ce qui sort du vapocraquer. Ensuite, on obtient à peu près 20% de produits dont la vocation, c'est d'être transformés en énergie. Et il y a de l'autoconsommation pour 18%. Tout le sujet, c'est de savoir où vont aller les 2% qu'on a mis en introduction. Alors, la première option, c'est de dire on répartit équitablement entre tous les produits en sortie les 2%. Donc, en sortie, 2% de l'éthylène qui a été produit est considéré comme recyclé, 2% du propylène, 2% des produits qui permettent de faire de la peinture, etc. Et ça pour toutes les gammes de produits qu'on obtient. La deuxième option, c'est d'allouer des crédits à ces 2%. Et ensuite, on oriente ces crédits vers certains produits en sortie. Alors, à l'extrême, on peut considérer que l'ensemble de l'huile qu'on met dans le vapocraquer est transformé en éthylène et en propylène, et uniquement en éthylène et en propylène.
Alors, cette option, c'est celle qui est défendue par les producteurs de plastique et par l'industrie qui consomme le plastique. Ce qu'il faut retenir, c'est que la Commission penche pour une méthode intermédiaire qui permet, alors les calculs sont expliqués dans les articles, mais qui permet grosso modo d'obtenir à partir des 2% d'huile en entrée jusqu'à 4,5% d'éthylène recyclé ou 7,5% de propylène recyclé. Donc en fait, cette méthode, elle est un peu arrangeante quand même. Oui, on peut dire ça, mais c'est pas non plus une méthode qui vient de nulle part. Il faut savoir qu'elle est très utilisée, notamment pour le commerce équitable. Quand vous achetez du jus d'orange produit à partir du commerce équitable, en entrée de l'usine qui fabrique le jus d'orange, vous allez avoir, admettons, 10% d'oranges qui proviennent du producteur labellisé commerce équitable et 90% du producteur traditionnel. Donc elles sont mélangées dans l'usine. Et en bout de chaîne, il y a 10% des bouteilles produites par cette fabrique de jus d'orange qui vont être étiquetées commerce équitable. Et ça ne pose pas de problème parce que ce que vous recherchez, c'est le fait qu'il y ait quelque part dans le monde des producteurs qui soient rémunérés de façon convenable selon les règles du commerce équitable. Et ce n'est pas la qualité organique du produit qui nous intéresse. Oui, parce que celle-là, elle ne change pas. Elle ne change pas. L'orange, qu'elle soit produite avec des salariés bien payés ou des salariés moins bien payés, l'orange, ça reste une orange. Et le jus d'orange, surtout, c'est mélangé dedans. Donc, Voilà. C'est un peu la même chose avec le plastique. Les propriétés du plastique, parce qu'il est recyclé, ne diffèrent pas, avec le recyclage chimique, des propriétés du plastique vierge. Par contre, ce que vous voulez, c'est être sûr que quelque part, quelqu'un a mis de la matière recyclée. Donc, c'est la méthode qui est utilisée pour le jus d'orange et qu'on adapte ici au plastique. Alors, les calculs sont un petit peu plus complexes parce que ce n'est pas juste un produit en entrée et un produit en sortie, mais c'est 2 produits en entrée et plusieurs en sortie. Mais le principe de base, il est là. Et pourquoi ça fait débat en fait ? Ça fait débat parce qu'avec la méthode retenue, si on revient à l'allocation moyenne, on se rend compte qu'avec une même quantité d'huile, on obtient plus de plastique recyclé qu'avec une allocation moyenne. Je rappelle qu'avec les 2%, si on fait la moyenne, on a juste 2% de monomères recyclés. Et là, on a entre 4,5 et 7,5. Donc, forcément, les producteurs de recyclage mécanique, eux, ne sont pas contents et estiment que c'est un avantage indu qui est accordé au recyclage chimique. Le deuxième problème que ça pose, c'est l'accès au gisement. Aujourd'hui, les recycleurs traditionnels craignent que le recyclage chimique vienne capter des gisements de déchets plastiques que eux recyclent aujourd'hui. Du côté des recycleurs chimiques, on assure qu'on va traiter des plastiques qui sont non recyclables. Le sujet fait débat. Il fait débat parce que d'un côté, ces plastiques non recyclables, ils ont un premier inconvénient, c'est que comme ils ne sont pas recyclables, ils ne sont pas triés. Ce qui veut dire qu'il va falloir financer un système de gestion de ces déchets et que on ne sait pas bien qui va payer pour avoir accès à ces matières. La deuxième raison, elle est un peu plus fondamentale, c'est que dans tous ces procédés chimiques, on a un doute sur le devenir des substances préoccupantes. Dans les plastiques, il y a des substances qu'on ne veut pas retrouver dans des produits finis, notamment si c'est des plastiques qui ont au final vocation à être au contact alimentaire. C'est notamment le cas des retardateurs de flamme bromées. Et c'est justement parce que ces plastiques qui aujourd'hui ne sont pas recyclables contiennent ces substances qu'elles ne sont pas recyclables. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que si on prend la réglementation française, elle est très prudente. Comme on ne sait pas ce qui se passe dans tout le procédé de pyrolyse, de vapocraquage, etc., en fait, elle interdit en entrée le recours à ces plastiques non recyclables. En tout cas, ceux qui contiennent des plastiques bromés. Donc, c'est un peu un argument qui s'efface, au moins pour l'instant, tant qu'on n'a pas démontré que c'est sûr. Et en gros, on craint qu'il y ait une vraie guerre de concurrence pour accéder au plastique. D'autant que les recycleurs chimiques ils font partie aussi de la pétrochimie, donc c'est des grosses entreprises qui sont derrière. Oui, les investissements sont massifs. On parle de plusieurs milliards d'euros à investir en Europe. On parle de produire 1 million de tonnes avec ces procédés. Pour ce qui est des polyoléfines, c'est-à-dire polyéthylène, polypropylène, il faudrait qu'en 2030, on soit en capacité d'en produire 1 million de tonnes. C'est colossal. Eh bien, merci Philippe pour ce point d'étape. Et encore une fois, si vous voulez vraiment tout savoir en détail avec les chiffres, les techniques exactes, les méthodes exactes autour de ce sujet, je vous invite à lire le dossier de Philippe sur actu-environnement.com. Et quant à moi, je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous dis à la prochaine. Mais d'ici là, évidemment, n'oubliez pas de partager ce podcast et de le commenter sur les réseaux sociaux. Vous pouvez même nous poser des questions avec le hashtag lesclépodcast.